Nous avons donné l'argent de ton mariage à ta sœur. Elle mérite l'attention plus que toi, a dit papa comme si c'était une grande annonce. J'ai juste regardé mon fiancé. Il a dit, ils ont 96 heures. Pas plus. Nous avons donné l'argent de ton mariage à ta sœur. Elle mérite l'attention plus que toi, annonça mon père, debout au milieu du salon comme s'il venait de délivrer une sagesse profonde qui aurait dû être accueillie avec gratitude et applaudissements. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, adoptant cette posture familière d'autorité qu'il prenait toujours lorsqu'il prenait des décisions concernant ma vie sans mon avis. Ma mère était assise à côté de lui sur le canapé fleuri, acquiesçant comme si cela avait parfaitement du sens, comme si voler 40 000 $ à une fille pour les donner à une autre était simplement une parentalité responsable. Je restais figé dans l'embrasure de la porte, la main de mon fiancé Ethan chaude contre le bas de mon dos. Les mots résonnaient dans ma tête, refusant de former quoi que ce soit de cohérent. 40 000 $. Le dernier cadeau de ma grand-mère. L'argent qu'elle avait mis de côté spécifiquement pour mon mariage, l'héritage que mes parents avaient promis de protéger. Disparu. Donné à ma sœur Vanessa, qui se tenait dans l'embrasure de la cuisine avec un petit sourire aux lèvres, observant ma réaction comme un divertissement. Que as-tu dit? Ma voix sortit à peine plus qu'un murmure. Ta sœur se marie le printemps prochain, expliqua ma mère avec une patience exagérée. Comme si j'étais une enfant qui avait besoin que des concepts simples soient décomposés en morceaux digestibles. La famille de son fiancé n'est pas aussi à l'aise financièrement que celle d'Ethan. Il est tout à fait logique que nous les aidions à avoir le mariage qu'ils méritent. Tu comprends, n'est-ce pas, Isabella? Je me tournai vers Ethan, cherchant sur son visage une indication de la manière de répondre à cette folie. Son expression était calme, presque étrangement, mais j'étais avec lui depuis assez longtemps pour reconnaître la tension dans sa mâchoire, le léger rétrécissement de ses yeux qui signifiait qu'il contrôlait soigneusement sa colère. Ils ont 96 heures, dit Ethan, sa voix mesurée et contrôlée. Pas plus. Mon père cligna des yeux, sa posture confiante vacillant légèrement. Excusez-moi. 96 heures pour restituer chaque centime de l'héritage d'Isabella sur son compte. Une fois ce délai passé, les conséquences seront entièrement de votre fait. Vanessa rit depuis l'embrasure de la cuisine, un son moqueur et aigu qui coupa la tension. Pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas simplement venir chez nos parents et les menacer. Ethan ne la regarda même pas. Ses yeux restèrent fixés sur mon père. Ce n'est pas une menace, monsieur Henderson. C'est une courtoisie. 96 heures, c'est plus que généreux étant donné ce que vous avez fait. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Ma mère se leva, son visage rougi d'indignation, les perles autour de son cou captant la lumière de la lampe tandis qu'elle se redressait de toute sa taille. Maintenant, écoutez-moi bien, jeune homme. Nous n'avons été que bienveillants avec vous. Nous vous avons accepté dans cette famille, traité comme un fils. Vous n'avez pas à venir chez nous et à faire des exigences. Je ne fais pas d'exigences, répondit Ethan, son ton ne dépassant jamais celui d'une conversation. Je vous informe simplement du délai dans lequel vous travaillez maintenant. Ce qui se passera après ces 96 heures sans résolution est quelque chose avec lequel vous devrez vivre. Le choix vous appartient entièrement. Je retrouvai ma voix, bien qu'elle tremblât d'une émotion à peine contenue. Cet argent était le cadeau de grand-mère pour moi. Elle m'en a parlé avant de mourir. Elle vous a fait promettre de le garder en sécurité pour mon mariage. Elle était spécifique. Elle était claire. Comment avez-vous pu simplement le prendre et le donner comme si cela ne signifiait rien? Mon père fit un geste de la main dédaigneux. Un geste que j'avais vu 1000 fois pendant mon enfance chaque fois que j'osais exprimer ma déception d'être ignoré. Votre grand-mère aurait voulu que nous fassions ce qui était le mieux pour toute la famille. Elle aurait compris que Vanessa a besoin de plus d'aide que toi. Tu épouses de l'argent, Isabella. La famille d'Ethan peut facilement couvrir toutes tes dépenses de mariage. Elle aurait été dévastée, dis-je, des larmes menaçant maintenant de déborder. Grand-mère m'aimait vraiment. Elle me voyait vraiment. Contrairement à vous deux qui avez passé toute ma vie à me traiter comme une idée de dernière minute par rapport à Vanessa. Ne sois pas si dramatique, dit ma mère avec un lourd soupir, échangeant un regard complice avec mon père. Nous aimons nos deux filles également. Nous l'avons toujours fait. C'est simplement une décision pratique. La main d'Ethan serra la mienne. Nous partons maintenant.
Le compte à rebours commence au moment où nous franchissons cette porte. 96 heures. Alors que nous nous tournions pour partir, Vanessa s'avança, bloquant notre chemin vers la porte d'entrée. Tu vas vraiment faire une crise pour de l'argent? Certaines d'entre nous n'ont pas eu la chance d'avoir un fiancé riche, Isabella. Essaie peut-être de penser à quelqu'un d'autre que toi pour une fois dans ta vie. Je regardais ma sœur, cette personne avec qui j'avais grandi, partager une chambre, défendue d'innombrables fois lorsque d'autres disaient du mal d'elle. L'audace pure de ces mots, le manque total de conscience de soi en m'accusant d'égoïsme alors qu'elle venait d'accepter mon héritage volé, était presque insupportable. Bouge, dit doucement Ethan, et quelque chose dans sa voix fit s'écarter Vanessa sans un mot de plus. Nous sortîmes de la maison de mes parents et dans la fraîche soirée du Kentucky. Je ne regardais pas en arrière. La porte se referma derrière nous avec un léger clic qui me parut étrangement plus fort qu'un claquement. En grandissant à Louisville, on m'avait toujours dit de comprendre. Comprendre que Vanessa était plus sensible et avait besoin d'une attention supplémentaire. Comprendre qu'elle avait des difficultés à l'école tandis que j'excellais. Alors, naturellement, nos parents devaient concentrer leur énergie limitée à l'aider à réussir. Comprendre que lorsqu'il n'y avait assez d'argent que pour une seule de nous deux pour aller au camp d'été, il était logique que Vanessa y aille parce qu'elle avait plus besoin de développement social que moi. Comprendre, toujours comprendre que mes besoins passaient après parce que d'une manière ou d'une autre, sans jamais vraiment l'expliquer, les besoins de ma sœur étaient plus urgents, plus valides, plus dignes des ressources de nos parents. Le trajet de retour à notre appartement fut silencieux pendant les 15 premières minutes. Ethan conduisait d'une main sur le volant, l'autre posée sur mon genou, un ancrage stable dans le chaos de mes pensées. Je regardais par la fenêtre les rues familières de Louisville qui défilaient, essayant de digérer ce qui venait de se passer dans ma maison d'enfance. Je ne devrais pas être surprise, dis-je finalement, ma voix creuse. C'est exactement qui ils sont, qui ils ont toujours été. J'ai passé 25 ans à les regarder prioriser Vanessa sur moi, et d'une certaine manière, je me suis quand même laissé croire que mon mariage serait différent. Ne pas être surprise ne diminue pas la douleur, répondit doucement Ethan. Il avait raison. Savoir que mes parents étaient capables de cela ne diminuait pas la douleur de l'expérimenter. Au contraire, cela rendait tout pire. Toutes ces années à me dire que les choses seraient différentes une fois adulte, une fois que j'aurais ma propre vie, une fois que je me serais montrée réussie et indépendante, tout cela n'avait rien signifié. Aux yeux de mes parents, je serais toujours la fille qui n'avait pas besoin d'eux, et donc la fille qui ne les méritait pas. Je pensais à ma grand-mère, aux étés que j'avais passés dans sa petite maison près de la rivière, en périphérie de la ville. Elle m'avait appris à jardiner, à faire du pain maison, à jouer de simples mélodies sur son vieux piano droit. Elle m'avait écouté me plaindre de me sentir invisible à la maison, et elle m'avait toujours fait sentir vue. Quand elle m'avait parlé de l'argent qu'elle mettait de côté pour mon mariage, elle m'avait fait promettre de choisir quelqu'un qui m'apprécierait comme elle le faisait. Tu mérites d'être le premier choix de quelqu'un, m'avait-elle dit, sa main ridée serrant la mienne lors de l'une de nos dernières conversations avant que le cancer ne l'emporte. Ne te contente pas d'être une idée de dernière minute, Isabella. Ni en amour, ni dans la vie. Promets-le-moi. J'avais promis. Et j'avais tenu cette promesse quand j'avais trouvé Ethan. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans lors du dîner d'anniversaire d'un ami commun. Et dès la première conversation, quelque chose avait cliqué. Il me voyait non pas comme quelqu'un à gérer ou à minimiser, non pas comme la fille inférieure qui devrait être reconnaissante pour les miettes d'attention qui lui parvenaient, mais comme quelqu'un dont les pensées et les sentiments importaient réellement. Quand je lui avais parlé de ma dynamique familiale, il n'avait pas écarté mes préoccupations ni dit que j'exagérais, comme tant d'autres l'avaient fait. Il avait simplement écouté, vraiment écouté. Et puis il m'avait montré par ses actions ce que cela signifiait d'être traité avec un respect et un amour constant. Maintenant assise à côté de lui alors qu'il naviguait dans le trafic du soir, je ressentais le poids de ce contraste plus lourdement que jamais auparavant. En une seule confrontation, Ethan avait démontré plus de soucis pour mon bien-être que mes parents ne l'avaient fait en 25 ans de ma vie. L'ultimatum qu'il leur avait donné ne concernait pas vraiment l'argent. Je réalisais qu'il s'agissait de responsabilité. Il s'agissait de les forcer à reconnaître, pour une fois dans leur vie, que leurs actions avaient des conséquences qu'ils ne pouvaient pas simplement ignorer. Que se passera-t-il après 96 heures, demandai-je doucement. S'ils ne rendent pas l'argent? Ethan me regarda brièvement avant de reporter son attention sur la route. Cela dépend s'ils réparent cette erreur. Et s'ils choisissent de ne pas le faire,
alors ils apprendront que la fille qu'ils ont passé des années à négliger n'est pas aussi impuissante qu'ils l'ont toujours supposé. Votre père travaille à l'hôpital général de Louisville, c'est exact? Dans l'administration. J'acquiesçai lentement, une sensation de froid s'installant dans mon estomac. Il y est depuis presque 16 ans. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Il est fier de ce poste. Mon père siège au conseil d'administration de l'hôpital, dit calmement Ethan. Parmi plusieurs autres conseils à travers la ville. Je ne lui ai jamais demandé d'utiliser cette influence en mon nom. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais Isabella, ce que vos parents ont fait ce soir franchit une ligne que je ne suis pas prêt à ignorer. Je le regardais, essayant de concilier l'homme doux dont j'étais tombée amoureuse avec cette nouvelle dimension que je découvrais. Ethan, je ne veux pas que tu détruises la carrière de mon père à cause de ça. Malgré tout, il est toujours mon père. Je ne le veux pas non plus, répondit-il honnêtement. C'est pourquoi je leur ai donné 96 heures. C'est amplement de temps pour faire ce qu'il faut, pour rendre ce qu'ils ont pris, pour reconnaître qu'ils avaient tort. S'ils choisissent de ne pas saisir cette opportunité, les conséquences qui en découleront seront de leur propre fait, pas du mien, pas du tien, mais du leur. Nous nous garâmes dans le parking de notre immeuble près du front de mer. Ethan coupa le moteur, mais ne fit aucun mouvement pour sortir de la voiture. Le garage était silencieux, à l'exception du tic-tac du moteur qui refroidissait. Isabella, j'ai besoin que tu comprennes vraiment quelque chose, dit-il, se tournant pour me faire face. Ce que tes parents ont fait ce soir ne concerne pas seulement l'argent. Ce fonds était ton héritage d'une personne qui t'aimait sincèrement. Ils l'ont volé et l'ont donné à ta sœur parce qu'ils ne t'ont jamais valorisé comme ils auraient dû. Si nous laissons passer cela, si nous acceptons simplement et passons à autre chose, ils continueront à te traiter de cette façon pour le reste de ta vie. Et Vanessa aussi. Est-ce ce que tu veux? Au moment où nous sommes entrés dans notre appartement, Ethan a passé un appel téléphonique qui a tout mis en œuvre. Je me suis assise sur le canapé, encore étourdie, écoutant sa part de la conversation tout en essayant de digérer les événements de la soirée. Thomas, c'est Ethan. J'ai besoin que tu actives les arrangements de contingence dont nous avons discuté le mois dernier. Oui, tout. Le lieu, le traiteur, la photographie, le fleuriste, tout ce qui est sur la liste. Nous opérons sur un délai de 96 heures avant de prendre toute décision finale, mais je veux que tout soit prêt à être exécuté immédiatement si nécessaire. Une pause pendant qu'il écoutait. Je comprends les complications. Contournez-les. Merci. Il raccrocha et s'assit à côté de moi sur le canapé, prenant ma main dans la sienne. Qui est Thomas, demandai-je, la confusion perçant mon engourdissement. Il gère des projets spéciaux pour l'entreprise de mon père. Parmi ses nombreux talents figure la coordination logistique complexe d'événements d'entreprise. Il m'a aidé discrètement à organiser des plans de mariage de secours au cours des 6 dernières semaines. Je secouai la tête, incrédule, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Des plans de secours? Ethan? Je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. Tu n'as jamais rien dit. Je sais. Je ne voulais pas t'inquiéter ni te faire sentir que je ne faisais pas confiance à tes parents. Je voulais simplement être préparé au cas où il ferait quelque chose comme ça. Il marqua une pause, son pouce traçant des cercles sur le dos de ma main. Tes parents ont insisté pour être très impliqués dans la planification du mariage. Ta mère a pris le contrôle de la sélection du lieu, du traiteur, de plusieurs des principaux fournisseurs. Je l'ai regardé prendre des décisions sans te consulter. Passer outre tes préférences, écarter tes opinions comme si elles n'avaient aucune importance. Elle disait qu'elle savait ce qui était le mieux, murmurai-je, me souvenant de dizaines de petites confrontations que j'avais laissées passer au nom du maintien de la paix. Elle a dit beaucoup de choses, mais j'ai remarqué la tendance, et j'ai décidé de me préparer à la possibilité que leur implication devienne un problème que nous devrions résoudre rapidement. Au cours de l'heure suivante, Ethan m'expliqua tout ce qu'il avait discrètement mis en place. Le lieu original était un country club où ma mère avait des relations sociales, un endroit qu'elle avait choisi malgré mes objections parce qu'elle voulait impressionner certaines personnes de son cercle. Le plan de secours d'Ethan était la grande salle de bal de l'historique Silbach Hotel, l'un des lieux les plus prestigieux de Louisville, déjà provisoirement réservé à son nom. Le traiteur sur lequel ma mère avait insisté était une amie à elle qui facturait des prix élevés pour une nourriture médiocre. L'alternative d'Ethan était un chef primé spécialisé dans la cuisine de la ferme à la table et qui était impatient de prendre en charge l'événement.
Chaque fournisseur avec lequel mes parents s'étaient impliqués avait un remplaçant supérieur en attente. Cela a dû coûter un montant significatif à organiser, dis-je, submergé par l'ampleur de ce qu'il avait fait sans ma connaissance. Cela a coûté de l'argent pour maintenir les réservations et les dépôts, oui, mais les dépenses substantielles ne s'activent que si nous les utilisons réellement. Et même dans ce cas, mes parents ont déjà exprimé leur désir de contribuer à notre mariage. Ils t'adorent, Isabella. Ma mère m'a dit plusieurs fois qu'elle te considérait comme la fille qu'elle avait toujours souhaitée. Ils seraient honorés de nous aider à créer la célébration que nous méritons. Je pensais aux parents d'Ethan, à la chaleur et à l'acceptation sincère qu'ils m'avaient témoigné depuis le tout premier dîner que nous avions partagé. Sa mère, Grace, m'avait immédiatement accueilli, me questionnant sur mes intérêts, mes aspirations professionnelles, mes rêves pour l'avenir. Son père, William, avait pris le temps de comprendre qui j'étais en tant que personne, et pas seulement comme la petite amie de son fils. Il me traitait avec un respect et une affection qui rendaient le comportement de mes propres parents encore plus choquant par contraste. « Je ne veux pas dépendre de la richesse de ta famille, dis-je prudemment. C'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais utiliser le fonds de ma grand-mère pour le mariage. C'était le mien. C'était censé être quelque chose que je pouvais apporter à notre vie ensemble, quelque chose qui venait de mon côté. » Ethan me serra doucement la main. « Je comprends parfaitement. Et si tes parents rendent l'argent dans les 96 heures, nous pourrons procéder exactement comme nous l'avions prévu initialement. Ta contribution, le cadeau de ta grand-mère, tout comme il se doit. Mais s'ils ne le rendent pas, je refuse de laisser leur égoïsme diminuer notre mariage ou notre avenir. Nous construirons quelque chose de beau ensemble, avec ou sans leur implication. » Je sentis les larmes couler enfin sur mes joues. Non pas de tristesse seulement, mais de la réalisation écrasante que j'avais trouvé exactement ce que ma grand-mère avait voulu pour moi. Quelqu'un qui me voyait, me valorisait, et refusait absolument de me laisser être traité comme moins que ce que je méritais. Qu'en est-il de mes parents spécifiquement, demandai-je. Que leur arrive-t-il s'ils ne rendent pas l'argent? L'expression d'Ethan devint sérieuse. La position de ton père à l'hôpital dépend de la bonne volonté continue de plusieurs membres du conseil, dont mon père. Cette bonne volonté peut être influencée. De plus, l'entreprise de design d'intérieur de ta mère dépend fortement des recommandations de certains cercles sociaux à Louisville, des cercles qui se chevauchent significativement avec le réseau d'amis et d'associés de ma famille. Ces recommandations peuvent très vite se tarir. Tu pourrais les détruire, dis-je doucement, le poids de ce pouvoir s'installant sur moi. Je pourrais leur rendre les choses très difficiles, corrigea-t-il. Que cela arrive ou non, cela dépend entièrement d'eux. Ils ont 96 heures pour démontrer qu'ils sont capables de faire ce qu'il faut. J'espère sincèrement qu'ils feront le bon choix pour le bien de tous. Je pensais à mes parents, à la vie confortable qu'ils avaient bâtie, aux suppositions qu'ils avaient toujours faites concernant leur fille aînée négligée. Ils n'avaient jamais imaginé que je pourrais un jour avoir accès à des ressources et à une influence qui dépassaient les leurs. Ils m'avaient rejeté comme l'enfant qui n'avait pas besoin d'eux, sans jamais considérer que je pourrais devenir quelqu'un avec qui ils auraient désespérément besoin de rester en bons termes. « Et Vanessa, demandai-je, qu'en est-il d'elle? Ta sœur est une adulte qui a délibérément choisi d'accepter de l'argent qui t'avait été volé. Si elle fait face à des conséquences pour ce choix, ces conséquences sont entièrement de son fait. » J'acquiesçai lentement, absorbant tout. Une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que tout cela était réel. Mais une plus grande partie, une partie qui s'était tranquillement renforcée avec chaque rejet et chaque affront au fil des ans, ressentait quelque chose de tout à fait inattendu. De l'espoir. L'espoir que peut-être, pour une fois, je n'aurais pas à être celle qui comprendrait. Peut-être que cette fois, il devrait enfin me comprendre. Les 96 heures suivantes s'écoulèrent avec une lenteur agonisante. Je suis allé travailler chez North Peak Engineering, le cabinet d'architecture où j'étais employé depuis 3 ans, essayant de me concentrer sur les plans et les réunions avec les clients, tandis que mon téléphone restait ostensiblement, douloureusement silencieux. Pas d'appel de mes parents, pas de message de Vanessa, aucune indication qu'ils prenaient l'ultimatum d'Ethan au sérieux ou faisaient le moindre effort pour restituer l'argent qu'ils m'avaient volé. Pendant ce temps, Thomas envoyait des mises à jour quotidiennes confirmant que tous les arrangements de secours restaient en place. La salle de bal de l'hôtel Silbach était toujours disponible et entièrement réservée. Les fournisseurs de remplacement étaient en attente, les contrats prêts à être signés à tout moment. Tout pouvait être basculé d'un simple coup de fil,
transformant notre mariage de la production contrôlée par ma mère en quelque chose qui reflétait réellement qui Ethan et moi étions en tant que couple. Le deuxième jour, ma collègue Bethany remarqua que quelque chose n'allait pas. Nous étions amis depuis que j'avais commencé au cabinet, et elle me connaissait assez bien pour reconnaître quand j'avais du mal à me contenir. « Isabella, tu fixes ce même plan depuis 45 minutes, dit-elle doucement, tirant une chaise près de mon bureau. Qu'est-ce qui se passe ? J'hésitai, puis lui racontai une version abrégée de ce qui s'était passé. Sa réaction fut immédiate et féroce. Ils ont volé l'héritage de ta grand-mère, tes propres parents, et l'ont donné à ta sœur pour son mariage pendant que tu es censé accepter de n'avoir rien. La voix de Betty monta avec indignation. C'est absolument insensé. S'il te plaît, dis-moi que tu ne les laisses pas s'en tirer comme ça. Ethan leur a donné une date limite pour rendre l'argent, 96 heures. Et s'ils ne le font pas, alors apparemment mon fiancé a des plans de secours dont je ne connaissais pas l'existence, et mes parents vont apprendre que me traiter comme une idée de dernière minute était une grave erreur. Bethany s'assit, impressionnée. J'ai toujours aimé Ethan. Maintenant, je l'aime encore plus. Quelqu'un dans ta vie aurait dû te défendre comme ça il y a des années. Le troisième jour, ma mère me contacta enfin. Son message texte arriva à 14h47 alors que j'étais en réunion avec des clients, et je ne le vis que près d'une heure plus tard. Quand je le lus enfin, ma tension artérielle monta immédiatement. Isabella, toi et Ethan devez vous excuser pour la façon dont vous nous avez parlé l'autre soir. Cette situation devient complètement ridicule. Ton père est très contrarié. Appelle-moi quand tu seras prête à te comporter comme une adulte. Je montrai le message à Ethan quand je rentrai à la maison ce soir-là, lui tendant mon téléphone sans commentaire. Pas de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, observa-t-il, lisant le texte avec une expression soigneusement neutre. Aucune offre de restituer l'argent, aucune suggestion qu'ils comprennent pourquoi nous sommes contrariés. Juste des exigences d'excuses de notre part pour avoir eu l'audace d'être en colère d'avoir été dévalisés. Ça, c'est ma mère, dis-je amèrement. Elle n'a jamais admis avoir tort de toute sa vie. Tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre, le problème de quelqu'un d'autre, la responsabilité de quelqu'un d'autre à résoudre. Comment voudrais-tu répondre ? J'y réfléchis un long moment, tournant le téléphone dans mes mains. Je ne vais pas répondre du tout. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. S'ils ne peuvent pas trouver la bonne ligne de conduite sans que je leur explique, c'est entièrement leur problème à résoudre. Ethan acquiesça d'un air approbateur. Le compte à rebours continue, il reste 47 heures. Le matin du 4e jour, exactement 92 heures après que nous ayons quitté la maison de mes parents, mon téléphone sonna enfin avec un appel entrant. C'était mon père. Je répondis sur haut-parleur pour qu'Ethan puisse entendre la conversation. Isabella. La voix de mon père était tendue, contrôlée, portant ce ton qu'il utilisait toujours lorsqu'il se sentait injustement persécuté. Cela a assez duré. Ta mère est très contrariée. Et franchement, moi aussi. Tu dois mettre fin à cette absurdité. Bonjour à toi aussi, papa. De quoi appelles-tu spécifiquement ? De ton comportement ? De cet ultimatum ridicule que ton fiancé a lancé chez nous. Qui pense-t-il être en venant chez nous et en nous menaçant comme ça ? Nous l'avons accueilli dans cette famille. Nous l'avons traité comme un fils. Ethan ne vous a pas menacé. Il vous a donné un délai pour arranger les choses. Arranger quoi ? Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Ta grand-mère aurait voulu que nous soutenions Vanessa. Elle aurait compris que ta sœur avait plus besoin d'aide que toi. Je sentis Ethan se tendre à côté de moi, bien qu'il restât silencieux. Grand-mère a spécifiquement laissé cet argent pour mon mariage. Papa, tu sais que tu étais là quand elle t'a fait promettre de le protéger pour moi. Elle t'a tenu la main et t'a fait jurer. Il y eut une pause sur la ligne, juste assez longue pour confirmer que mon père se souvenait parfaitement de cette promesse sur son lit de mort. Les choses changent, Isabella. Les circonstances changent. Ta sœur a plus besoin de cet argent que toi. La famille d'Ethan est riche. Ils peuvent facilement couvrir tes dépenses de mariage. Vanessa n'a pas cette option. Alors, vous n'allez pas rendre l'argent. Il n'y a rien à rendre. L'argent a déjà été dépensé en acompte pour le mariage de ta sœur. Acompte, répétai-je d'un ton monocorde. En 4 jours, vous avez réussi à dépenser $40 000 uniquement en acompte ?
Le lieu exigeait un acompte substantiel pour garantir la date, et le traiteur que Vanessa voulait est très exclusif, très demandé. Nous avons dû agir vite. Ethan tendit la main et prit ma main libre, la serrant doucement. Alors je crois que nous en avons fini, dis-je. Fini? Qu'est-ce que cela signifie? Fini. Isabella, arrête d'être si dramatique à propos de toute cette situation. Tu es toujours invitée au mariage de ta sœur. Et bien sûr, nous nous attendons toujours à être au tien. C'est juste de l'argent. La famille est plus importante que l'argent. Vous avez choisi l'argent plutôt que la famille au moment où vous avez volé mon héritage et l'avez donné à Vanessa sans même me demander. Nous n'avons rien volé. Nous sommes tes parents. Nous avons tout à fait le droit de prendre des décisions concernant les finances familiales comme bon nous semble. Ce n'était pas les finances familiales. C'était mon argent, mon héritage, le cadeau de ma grand-mère spécifiquement pour moi. Et vous l'avez pris sans demander, sans me le dire, et l'avez donné à la fille que vous avez toujours préférée. Il vous reste 4 heures. Utilisez-les judicieusement. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Les 4 heures restantes s'écoulèrent sans aucun autre contact de mes parents. Pas d'appel téléphonique frénétique implorant le pardon. Aucune notification de virement bancaire n'apparaissant sur mon application bancaire. Aucune indication, quelle qu'elle soit, qu'ils comprenaient la gravité de ce qu'ils avaient fait ou les conséquences qui allaient se dérouler. Exactement 96 heures après le moment où nous étions sortis de leur maison, Ethan me regarda par-dessus notre table de cuisine et posa la question que je redoutais. La date limite est passée. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver un reste d'hésitation en moi, une part qui voulait donner plus de temps à mes parents, plus de chance, plus de compréhension. Je ne trouvais que de l'épuisement et une certitude froide et claire. Passe les appels, tous. Ethan acquiesça et prit son téléphone. Dans l'heure qui suivit, tout notre mariage fut restructuré de fond en comble. Le country club que ma mère avait choisi sans me consulter fut annulé. Dépôt perdu. L'hôtel Silbach fut officiellement confirmé. La grande salle de bal réservée à nos noms. Chaque fournisseur que mes parents avaient arrangé ou influencé fut remplacé par les alternatives soigneusement sélectionnées par Ethan. La liste des invités fut révisée pour retirer toute personne invitée principalement à l'insistance de mes parents. Les nouvelles invitations peuvent partir demain, rapporta Thomas lors d'une conférence téléphonique ce soir-là. J'ai l'équipe de conception en attente. Nous pouvons les imprimer et les envoyer par courrier dans les 48 heures, ou nous pouvons envoyer des invitations numériques immédiatement si vous préférez une distribution plus rapide. Des invitations numériques à la plupart des invités, décida Ethan, me regardant pour confirmation. Des invitations physiques à la famille proche et aux amis qui les apprécieraient. Et Thomas, assurez-vous d'inclure une brève note expliquant que les circonstances nous ont obligés à changer de lieu et que nous nous excusons pour toute confusion. Compris. Et la liste des invités précédentes, les personnes retirées, elles ne reçoivent rien, aucune notification, aucune explication. Elles ne participeront tout simplement pas. Quand la conférence téléphonique se termina, je restai un instant dans un silence stupéfait. La rapidité et l'efficacité avec lesquelles Ethan avait démantelé l'implication de mes parents dans notre mariage étaient presque effrayantes. En l'espace d'un après-midi, toute trace de leur influence avait été effacée. « Ça va ?» demanda doucement Ethan. « Je ne suis pas sûr, avouai-je. Une partie de moi se sent soulagée. Une partie de moi a l'impression de voir ma famille s'effondrer au ralenti. Et une partie de moi se demande sans cesse si j'aurais dû essayer plus fort de les faire comprendre. » Ethan s'assit à côté de moi et prit mes mains dans les siennes. « Tu as passé 25 ans à essayer de les faire comprendre. 25 ans à être patiente, flexible, la fille qui ne faisait jamais de vagues. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Un héritage volé et des parents qui s'attendent toujours à ce que tu t'excuses d'en être bouleversé. Je sais. Je sais que tu as raison. Ça fait juste mal. Bien sûr que ça fait mal. Ce sont tes parents. Quoi qu'ils aient fait, ce lien existe. La douleur que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est l'humanité. » Il marqua une pause. « Mais la douleur ne signifie pas que tu dois accepter de mauvais traitements. Tu peux aimer les gens et refuser quand même de les laisser continuer à te faire du mal. » Les réponses à nos nouvelles invitations commencèrent à arriver en quelques jours. La plupart des invités que nous voulions réellement à notre mariage étaient ravis du changement de lieu,
plusieurs commentant que l'hôtel Silbach était un choix bien plus élégant que le country club. Les personnes que nous avions retirées de la liste des invités sont apparemment restées béatement inconscientes de tout changement, ce qui était exactement ce que nous voulions. Mais la nouvelle se répand dans les familles, et il ne fallut pas longtemps avant que mes parents ne découvrent ce qui s'était passé. Le premier message de ma mère arriva un mardi après-midi. Isabella, je viens d'apprendre par ta tante Margaret qu'elle a reçu une nouvelle invitation de mariage avec un lieu différent. Que se passe-t-il? Pourquoi n'avons-nous pas été informés de ce changement? Je ne répondis pas. Son deuxième message arriva 2 heures plus tard. J'ai essayé d'appeler le country club et ils ont dit que notre réservation était annulée. Que as-tu fait? Appelle-moi immédiatement. Je ne répondis pas non plus à celui-ci. Le mercredi soir, mon père s'était joint au barrage. Ses messages étaient plus en colère, plus accusateurs. Ta mère est en larmes. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous le rends? Je montrai les messages à Ethan sans commentaire. Ils ne comprennent toujours pas, observa-t-il. Ils croient sincèrement être les victimes dans cette situation. Ils ont toujours cru ça. Chaque fois que j'exprimais ma déception d'être ignoré, ils me faisaient la leçon sur la gratitude et la loyauté familiale. D'une certaine manière, mes sentiments n'étaient jamais valides, seulement les leurs. Le jeudi matin, ma sœur Vanessa intervint finalement avec un long message texte que je pouvais à peine finir de lire sans rire de son absurdité. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour de l'argent. Certaines d'entre nous n'ont pas eu la chance d'attirer un fiancé riche comme toi. Maman et papa essayaient juste de m'aider à avoir un beau mariage puisque mes circonstances ne sont pas aussi privilégiées que les tiennes. Mais au lieu d'être heureuse pour ta sœur, tu fais une crise et tu exclus toute notre famille. J'espère que tu réalises à quel point tu es égoïste. La vraie famille ne se comporte pas comme ça. Je lus le message 2 fois, m'émerveillant du manque total de conscience de soi qu'il contenait. Ma sœur avait accepté $40 000 de mon héritage volé et me traitait d'égoïste parce que j'en étais bouleversé. Veux-tu répondre à l'un de ces messages? Demanda Ethan. Non, les gens qui comptent savent déjà ce qui s'est passé, et les gens qui la croient sans poser de questions ne sont pas des gens dont j'ai besoin de me soucier de l'opinion. Alors nous procédons comme prévu. Le mariage est dans 11 semaines. D'ici là, ils auront eu amplement le temps de réaliser ce qu'ils ont perdu. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une étrange nouvelle normalité. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. J'aidais Ethan à finaliser les détails du mariage avec Thomas et les nouveaux fournisseurs. Le processus de planification, qui avait autrefois été un fardeau assombri par l'ingérence constante de ma mère, me semblait maintenant libérateur. Chaque décision était la nôtre, prise ensemble, basée sur ce que nous voulions réellement plutôt que sur ce qui impressionnerait le cercle social de ma mère. Mais sous la surface de cette nouvelle normalité, je pouvais sentir la pression monter. Mes parents n'étaient pas du genre à accepter d'être exclus tranquillement. Ils élaboraient des stratégies, se regroupaient, préparaient leur prochain coup. Je ne savais juste pas encore quelle forme cela prendrait. La prochaine escalade survint exactement 2 semaines avant notre mariage. Mes parents, ayant épuisé leur tentative de me joindre directement, décidèrent de passer au-dessus de ma tête et de contacter la famille d'Ethan à la place. Je l'appris qu'en Grèce, la mère d'Ethan m'appela un samedi matin avec une fureur à peine dissimulée dans la voix. « Isabella, ma chérie, je dois te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes de quelqu'un d'autre. Tes parents se sont présentés chez nous hier soir sans prévenir. » Mon estomac se serra. Ils ont fait quoi? Ils sont venus à la porte vers 19 h, exigeant de parler à William et à moi de la situation du mariage. Ils semblent croire que s'ils nous expliquaient leurs perspectives directement, nous interviendrions en leur faveur et convaincrions Ethan de les réinviter. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, Grace. Je n'avais aucune idée qu'ils feraient quelque chose comme ça. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien à te reprocher. La voix de Grace s'adoucit légèrement. Ta mère a passé environ 20 minutes à essayer de nous convaincre que tu étais déraisonnable, que tout cela était un malentendu, que les familles devaient se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Elle a même eu l'audace de suggérer que nous devrions faire pression sur Ethan pour qu'il leur redonne leur place dans le mariage. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que nous avions élevé notre fils à traiter les gens avec respect et intégrité et que nous étions fiers de la façon dont il avait géré cette situation.
Je leur ai dit qu'Isabella est déjà un membre chéri de notre famille et que nous soutiendrions toujours son droit de s'entourer de gens qui la traitent avec l'amour et la considération qu'elle mérite. Et puis William leur a dit de quitter notre propriété et de ne pas revenir. Je sentis des larmes me monter aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude pour cette femme qui m'avait montré plus de chaleur maternelle en 3 ans que ma propre mère n'avait réussi à le faire en 25. Merci, murmurai-je. Merci de m'avoir défendu. Toujours, ma chérie. C'est ce que fait la famille. La vraie famille. Quand je racontais la conversation à Ethan, son expression s'assombrit d'une manière que j'avais rarement vue. Ils sont allés chez mes parents. Ils ont essayé de manipuler ma famille pour qu'elle me fasse pression pour changer ma décision. Il secoua lentement la tête. Je leur ai donné 96 heures pour faire ce qu'il fallait. Ils ont choisi de passer ce temps et la semaine qui a suivi à essayer toutes les voies possibles sauf celle de rendre réellement l'argent qu'ils ont volé. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ils font face aux pleines conséquences de leur choix. Mon père a une réunion du conseil d'administration à l'hôpital lundi. Il ne prévoyait pas de dire quoi que ce soit sur le comportement de ton père, mais cette dernière manœuvre change les choses. Je sentis un frisson me parcourir le dos. Ethan, je pensais ce que j'ai dit avant. Je ne veux pas détruire la carrière de mon père. Moi non plus. Mais il y a une différence entre détruire quelqu'un et le tenir responsable. Ton père a passé des décennies à croire que ses actions n'avaient aucune conséquence tant qu'il pouvait les justifier comme étant pour le bien de la famille. Cette croyance doit être corrigée. Fidèle à sa parole, la réunion du conseil d'administration de l'hôpital le lundi a abouti à un examen formel de la conduite de mon père. Non pas de ses performances professionnelles, qui, de l'avis général, étaient adéquates, mais de son jugement interpersonnel et de son intégrité professionnelle. L'examen découlait de préoccupations soulevées par plusieurs membres du conseil concernant une situation impliquant sa famille. Des préoccupations que mon père s'est soudainement retrouvé incapable d'écarter ou d'expliquer. Il n'a pas été licencié, mais son nom a été discrètement retiré de la considération pour une promotion qu'il convoitait depuis des années. Ses responsabilités ont été ajustées, son autorité réduite. Le bureau d'angle qu'il convoitait est allé à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas récemment tenté de manipuler la famille d'un membre du conseil. L'entreprise de design d'intérieur de ma mère a subi ses propres conséquences. Les cercles sociaux qu'elle avait passé des années à cultiver sont soudainement devenus beaucoup moins accueillants. Les recommandations se sont taries. Les clients ont annulé des projets. Les invitations à des événements exclusifs ont cessé d'arriver. Elle n'a pas été mise sur liste noire exactement, mais elle s'est retrouvée de plus en plus en dehors des communautés qu'il avait autrefois accueillies. Les coups portés au statut professionnel et social de mes parents ont envoyé des ondes de choc à travers la famille élargie. Ma tante Margaret m'a appelé, ayant entendu une version des événements de ma mère qui me dépeignait apparemment comme la méchante. Isabella, ta mère est dévastée. Elle dit que tu as monté la famille d'Ethan contre eux, que tu essaies de ruiner leur vie à cause d'un simple malentendu sur les fonds du mariage. Elle t'a dit quel était ce simple malentendu? Elle a dit qu'il y avait une certaine confusion à propos de l'argent que ta grand-mère avait laissé, qu'ils essayaient juste d'aider Vanessa, et que tu as réagi de manière excessive. L'argent était de 40 000 $ que grand-mère avait spécifiquement désigné pour mon mariage. Mes parents l'ont pris sans me demander et l'ont donné à Vanessa. Quand je les ai confrontés, ils m'ont dit que je ne le méritais pas parce que j'épousais une famille riche. Ce n'est pas un malentendu, tante Margaret. C'est du vol. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Ta mère n'a pas mentionné le montant spécifique ni que ta grand-mère l'avait spécifiquement destiné à toi. Non, j'imagine que non. Elle n'a probablement pas non plus mentionné qu'ils avaient 96 heures pour rendre l'argent et ont choisi de le dépenser en acompte pour le mariage de Vanessa. Au moment où j'ai fini d'expliquer la situation complète, la perspective de ma tante avait considérablement changé. Elle fut l'une des plusieurs proches qui m'ont contacté les jours suivants. Ayant entendu la version de ma mère et cherchant maintenant la vérité, la plupart d'entre eux, en apprenant les faits réels, ont exprimé leur soutien à ma décision d'exclure mes parents du mariage. Mais tout le monde ne s'est pas rangé de mon côté. Certains membres de la famille croyaient que le maintien de l'unité familiale était plus important que n'importe quelle somme d'argent, que j'aurais dû simplement accepter la décision de mes parents et passer à autre chose. D'autres pensaient que j'étais cruel en impliquant la famille d'Ethan et en permettant que des conséquences tombent sur la carrière de mes parents. La division dans la famille élargie était laide, mais finalement clarifiante.
Pour la première fois de ma vie, je savais exactement où chacun se tenait. Plus de doute quant à savoir si certains proches se souciaient réellement de moi ou se contentaient de remplir les obligations familiales. La vérité était maintenant exposée à la vue de tous. « Comment te sens-tu à propos de tout cela ?» demanda Ethan un soir alors que nous révisions ensemble la liste finale des invités. Honnêtement, soulagé. Pendant des années, j'ai fait semblant que ma famille était quelque chose qu'elle n'était pas. Je leur trouvais sans cesse des excuses. Je persistais à croire que si seulement j'essayais suffisamment, ils me verraient enfin tel que je voulais être vu. Mais la vérité est que certaines personnes ne te valoriseront jamais quoi que tu fasses. Et une fois que tu acceptes cela, tu peux arrêter de gaspiller ton énergie à essayer de gagner un amour qui n'a jamais vraiment été disponible. C'est une pensée remarquablement saine pour quelqu'un dont la famille vient d'imploser. Je souris légèrement. J'ai un bon thérapeute et un fiancé encore meilleur. Le matin de notre mariage fut clair et magnifique sur Louisville. Le mois de mai au Kentucky pouvait être imprévisible, mais ce samedi-là était absolument parfait. 23 degrés Celsius avec une brise légère et pas un seul nuage ne gâchant le ciel bleu éclatant. On aurait dit que l'univers s'alignait enfin en ma faveur après 25 ans à me sentir ignoré. Je me préparais dans une suite luxueuse du Silbac Hotel, entouré de personnes qui m'aimaient sincèrement. Ma grand-tante June, la sœur de ma grand-mère, qui avait toujours été plus une figure maternelle pour moi que ma propre mère, m'aida à ajuster mon voile avec des mains douces et expérimentées. Bethany du travail était là en tant que l'une de mes demoiselles d'honneur, ainsi que 2 cousines qui s'étaient immédiatement rangées de mon côté lorsque la division familiale était devenue claire. Et Grace, la mère d'Ethan, avait insisté pour être présente, traitant la matinée comme si elle était la mère de la mariée. En me regardant dans le miroir en pied, vêtu de l'élégante robe couleur ivoire que j'avais choisie sans aucune suggestion de ma mère, je ressentis quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir ce jour-là. Une paix complète et totale. Non pas l'absence de douleur. La conscience que mes parents étaient quelque part dans la ville, exclus de ce moment, portait toujours un poids que je ne pouvais pas entièrement ignorer. Le vide là où ils auraient dû être était réel et présent. Mais sous cette conscience se trouvait une certitude inébranlable que j'étais exactement là où je devais être, entouré des bonnes personnes. « Tu es absolument radieuse », dit June, ses yeux brillants d'émotion. « Ta grand-mère aurait été si incroyablement heureuse de voir ce jour. Tu as trouvé exactement ce qu'elle voulait pour toi. J'aurais aimé qu'elle soit là pour le voir. Elle est là, ma chérie. Dans chaque choix que tu as fait, dans chaque limite que tu as fixée, dans le merveilleux homme que tu as choisi, elle est là. Elle est si fière de toi. » La cérémonie fut intime selon les normes originales, mais parfaite à tous les égards qui comptaient réellement. 80 invités remplissaient la grande salle de bal, chacun d'eux étant quelqu'un qui voulait sincèrement témoigner de notre engagement l'un envers l'autre. Il n'y avait pas d'invitations obligatoires, pas de membres de la famille inclus par culpabilité ou pression sociale ou peur de causer une offense, juste de l'amour, pur et non entravé par les dynamiques compliquées qui avaient affligé ma famille aussi longtemps que je m'en souvenais. Lorsque le quatuor à cordes commença à jouer et que les portes s'ouvrirent pour mon entrée, je sentis le poids de 25 ans de négligence se lever complètement de mes épaules. Oncle Walter, le frère de mon père, qui avait choisi de me soutenir lorsque la famille s'était divisée, me conduisit jusqu'à l'hôtel avec une dignité tranquille. L'homme qui m'attendait à l'hôtel me regardait de la manière dont j'avais toujours rêvé d'être vu. Comme si je comptais, comme si j'étais suffisante, comme si j'étais son premier choix, son seul choix, la personne avec qui il voulait construire une vie. Nos vœux étaient personnels, écrits spécifiquement l'un pour l'autre au cours de longues soirées de conversation et de réflexion. Ethan parla de m'avoir vu vraiment dès le premier instant où nous nous sommes rencontrés. D'admirer non seulement qui j'étais, mais qui j'étais déterminé à devenir. Il parla de m'avoir vu naviguer dans des dynamiques familiales difficiles avec grâce et résilience, et comment cette force l'avait fait tomber encore plus profondément amoureux de moi. Quand ce fut mon tour, je parlais d'avoir trouvé en lui exactement ce que ma grand-mère avait toujours espéré que je trouverais. Quelqu'un qui me valorisait, non pas pour ce que je pouvais faire pour lui, mais simplement pour être moi-même. Quelqu'un qui voyait ma valeur même lorsque les personnes qui auraient dû la voir le plus clairement avaient choisi de détourner le regard. « Tu m'as appris que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un, » dis-je, ma voix ferme malgré les larmes coulant sur mon visage. « Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour, ce que l'on ressent dans un véritable partenariat, et tu as prouvé que la famille que l'on construit peut être encore plus précieuse que la famille dans laquelle on est né. » Lorsque l'officiant nous déclara mari et femme, les applaudissements qui remplirent la grande salle de bal furent sincères et joyeux.
Pas de sourire forcé de parents désapprobateurs. Pas de regard jaloux d'une sœur préférée. Pas de proches se demandant pourquoi ils avaient été obligés d'assister. Juste les personnes qui se souciaient réellement de nous, célébrant le début de notre vie ensemble. La réception qui suivit fut tout ce qu'une célébration devrait être. Bonne nourriture, belle musique, rire et danse, et discours émouvants de personnes qui nous connaissaient et nous aimaient. Grace porta un toast qui fit pleurer tout le monde, m'accueillant officiellement dans leur famille et me remerciant d'avoir rendu son fils le plus heureux qu'elle l'ait jamais vu. Tout au long de la soirée, j'attendais que le couperet tombe. Que mes parents apparaissent d'une manière ou d'une autre et fassent une scène, que Vanessa envoie un autre message amer qui gâcherait ma joie, que quelque chose tourne mal et me rappelle que le bonheur venait toujours avec des conditions pour quelqu'un comme moi. Mais rien ne tourna mal. La soirée se déroula exactement comme Ethan et moi l'avions imaginé, remplie d'amour et de joie et de la présence de personnes qui avaient gagné leur place dans nos vies. Alors que ma célébration de mariage continuait dans la soirée, ma sœur était occupée de l'autre côté de la ville à construire son récit de victimisation. J'ai appris sa campagne sur les réseaux sociaux le lendemain matin lorsque Bethany m'a envoyé des captures d'écran avec un message qui disait simplement « Tu dois voir ça ». Vanessa avait publié une longue déclaration sur la trahison familiale et la douleur d'être exclue du mariage de sa propre sœur. Ces mots étaient soigneusement choisis pour se présenter comme la victime innocente de ma cruauté, omettant commodément tous les détails sur l'héritage volé et l'ultimatum que mes parents avaient ignoré. Certaines personnes valorisent plus l'argent que la famille, avait-elle écrit. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur en ferait partie. Aujourd'hui, elle s'est mariée et a délibérément exclu nos parents et moi de la cérémonie. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas accepter que parfois les familles doivent prendre des décisions difficiles concernant les ressources partagées. J'ai le cœur brisé que la sœur avec qui j'ai grandi soit devenue quelqu'un de si froid et vindicatif. Le message avait recueilli des dizaines de commentaires sympathiques d'amis qui ne connaissaient que la version des événements de Vanessa. Plusieurs d'entre eux exprimèrent leur indignation en son nom, me condamnant comme égoïste, matérialiste et cruel. Je lus les commentaires avec un étrange sentiment de détachement. Il y a un an, cette attaque publique m'aurait dévasté. J'aurais ressenti le besoin impérieux de me défendre, d'expliquer la vérité à chaque personne qui avait cru les mensonges de Vanessa, de prouver d'une manière ou d'une autre que je n'étais pas la méchante qu'elle dépeignait. Mais quelque chose avait changé en moi au cours des derniers mois. Je n'avais plus besoin que tout le monde comprenne. Je n'exigeais plus de validation de personnes qui avaient choisi de croire une histoire unilatérale sans prendre la peine de chercher la vérité. « Veux-tu répondre » demanda Ethan, lisant les publications par-dessus mon épaule pendant que nous déjeunions au lit le matin de notre premier jour en tant que mari et femme. Non, les personnes qui comptent savent déjà ce qui s'est passé, et les personnes qui la croient sans poser de questions ne sont pas des personnes dont l'opinion m'importe. Ce que je ne savais pas avant plus tard, c'est que la campagne de Vanessa sur les réseaux sociaux se retournait déjà contre elle d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Plusieurs de ses amis qui avaient commenté en la soutenant avaient des liens avec des personnes qui connaissaient la véritable histoire. En quelques jours, des rumeurs se sont répandues dans les cercles sociaux de Louisville sur la vérité derrière la division familiale. Le développement le plus significatif est venu d'une source inattendue. Le fiancé de Vanessa, Gregory, avait des parents riches qui étaient enthousiastes à propos des fiançailles. Ils avaient rencontré mes parents lors de plusieurs dîners de famille et on leur avait dit que les impressionnants acomptes du mariage provenaient d'économies que mes parents avaient soigneusement accumulées au fil des ans. Quand ils ont appris par le bouche à oreille social que ces acomptes provenaient en réalité d'un héritage volé, leur enthousiasme a considérablement refroidi. La mère de Gregory, ai-je entendu plus tard, avait des opinions très fortes sur l'intégrité financière et le caractère qu'elle révélait. Elle n'était pas ravie de découvrir que sa future belle-fille avait accepté de l'argent volé sans un moment d'hésitation morale. Les fiançailles ne se sont pas terminées immédiatement, mais la fondation s'était fissurée. Dans les 3 mois suivant mon mariage, la famille de Gregory avait fait pression sur lui pour qu'il exige que l'argent me soit rendu comme condition à la poursuite de la relation. Lorsque Vanessa et mes parents ont refusé, insistant sur le fait que l'argent était déjà dépensé et que je ne le méritais de toute façon pas, les fiançailles se sont discrètement dissoutes. J'ai appris ce développement par le bouche-à-oreille familial, par des proches qui avaient autrefois été fermement dans le camp de mes parents, mais qui reconsidéraient maintenant leur position à mesure que les conséquences continuaient de se dérouler. Je n'ai ressenti aucune satisfaction au chagrin de ma sœur. Malgré tout ce qu'elle avait fait, elle était toujours la petite fille dont je me souvenais de notre enfance. Celle à qui nos parents avaient appris qu'elle méritait tout et que je ne méritais rien. Ses défauts n'étaient pas entièrement de son propre fait.
Mais je reconnaissais aussi que je n'avais aucune obligation de la sauver des conséquences des choix qu'elle avait faits en tant qu'adulte. Elle avait accepté de l'argent volé. Elle m'avait attaqué publiquement. Elle avait choisi de jouer la victime plutôt que de reconnaître tout acte répréhensible. Tout ce qui se passait maintenant était le résultat naturel de ses décisions. Mes parents aussi découvraient que les actions ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà du moment initial. La stagnation de la carrière de mon père était devenue une source d'amertume profonde qui affectait sa santé. L'entreprise de ma mère ne s'était pas remise de la perte de son statut social. La vie confortable qu'ils avaient bâtie en supposant qu'ils pouvaient me traiter comme ils voulaient sans répercussion s'était avérée bien plus fragile qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Finalement, près d'un an après notre mariage, ma mère m'a contacté avec ce qui s'apparentait à des excuses. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle écrit dans un email soigneusement formulé. Nous le voyons maintenant. Nous espérons que tu pourras trouver dans ton cœur la force de nous donner une autre chance. J'ai lu l'email plusieurs fois, cherchant une reconnaissance sincère de ce qu'ils avaient fait, une compréhension sincère de la raison pour laquelle j'avais réagi comme je l'avais fait. Je n'ai trouvé que des admissions vagues et une défensive continue. Nous ne faisions qu'essayer de faire ce qui était le mieux pour tout le monde, a-t-elle écrit. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Il ne comprenait toujours pas. Peut-être qu'il ne comprendrait jamais. La lettre que j'ai finalement renvoyée à ma mère était le fruit de semaines de réflexion et de plusieurs séances avec ma thérapeute. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait contacté, mais que la reconstruction de la confiance nécessiterait du temps et un effort sincère de leur part. J'ai expliqué que toute relation future devrait être bâtie sur le respect mutuel, quelque chose qui avait été absent tout au long de mon enfance. Je leur ai dit que j'étais ouverte à essayer, mais seulement s'ils étaient prêts à faire le vrai travail requis. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis. Peut-être qu'ils ne sont pas capables du genre d'auto-réflexion que le véritable changement exige. Peut-être qu'ils espèrent toujours que le temps adoucira ma position et que je finirai par les accepter sans aucune véritable responsabilité de leur part. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la paix avec l'incertitude. Au cours des 2 années qui ont suivi notre mariage, Ethan et moi avons construit une vie qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer pendant ces années solitaires où je me sentais invisible dans ma propre famille. Nous avons acheté une maison dans un quartier calme en périphérie de Louisville, assez proche de la ville pour le travail, mais assez éloigné pour se sentir comme une évasion. Le printemps dernier, nous avons accueilli notre premier enfant, une fille que nous avons nommée June en l'honneur de la grand-tante qui m'avait toujours vu clairement et aimé inconditionnellement. Quand je tiens ma fille et que je la regarde dans les yeux, je lui fais des promesses silencieuses. Elle ne se sentira jamais négligée. Elle n'aura jamais à rivaliser pour mon attention ou mon amour. Elle grandira en sachant qu'elle est valorisée pour exactement ce qu'elle est, non mesurée contre un sibling qui a été arbitrairement jugé plus méritant. Mes parents n'ont jamais rencontré leur petite fille. Ils savent qu'elle existe par l'intermédiaire des membres de la famille qui maintiennent toujours le contact avec les deux côtés, mais ils n'ont pas pris contact pour demander une rencontre. Je soupçonne qu'ils attendent que je fasse le premier pas, que j'étende l'invitation, que je sois celle qui cède. Mais j'ai assez cédé pour une vie. S'ils veulent faire partie de la vie de June, ils devront démontrer qu'ils ont vraiment changé. Vanessa est toujours célibataire. Ses fiançailles avec Grégory ont pris fin et aucune relation ultérieure ne s'est concrétisée. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, le mariage glamour qu'elle avait envisagé ne s'étant pas matérialisé, pas plus que l'homme qui était censé le lui offrir. Je ne sais pas si elle a appris quelque chose de cette expérience. J'espère que oui pour son propre bien, à défaut d'autre chose. Mon père a pris une retraite anticipée de l'hôpital l'année dernière, sa carrière ne s'étant jamais remise de la perte de confiance du conseil d'administration. Ma mère a fermé son entreprise de design d'intérieur et passe maintenant la plupart de son temps à la maison. La vie confortable qu'ils avaient bâtie s'est considérablement contractée, bien qu'ils soient loin d'être démunis. Ils se sont l'un l'autre, et peut-être que cela leur suffit. Je pense parfois à la vengeance, à ce qu'elle signifie vraiment et si ce qui est arrivé à ma famille correspond. Je n'ai pas cherché à les détruire. J'ai simplement posé des limites et refusé d'accepter un traitement qui me diminuait. Les conséquences qui ont suivi ont été le résultat naturel de leur propre choix, de leur propre incapacité à assumer leurs responsabilités, de leur propre refus obstiné de faire ce qu'il fallait quand ils en avaient l'occasion. Alors que mon mari et moi dansions dans notre salon pour notre 2e anniversaire, notre fille dormant paisiblement dans la pièce d'à côté, j'ai finalement compris ce que ma grand-mère avait essayé de me dire toutes ces années.
Perdre des gens qui ne vous ont jamais vraiment respecté n'est pas une perte du tout. C'est la liberté. C'est l'espace pour construire quelque chose de réel avec des gens qui vous valorisent vraiment. C'est la paix qui vient de ne plus jouer pour un public qui n'allait jamais applaudir. La famille dans laquelle je suis né ne m'avait jamais vraiment vu. Mais la famille que j'ai construite avec Ethan, avec notre fille, avec les proches et amis qui avaient prouvé leur loyauté quand cela comptait. Cette famille était tout ce dont j'avais toujours eu besoin, tout ce que j'avais toujours mérité. En repensant au chemin qui m'a mené ici, de cette annonce dévastatrice dans le salon de mes parents à la vie que je chéris aujourd'hui, j'ai réalisé que le dernier cadeau de ma grand-mère n'avait jamais vraiment été une question d'argent. Il s'agissait de me montrer que j'étais digne d'être le premier choix de quelqu'un. Il s'agissait de me donner le courage d'exiger enfin le traitement que je méritais. Et il s'agissait de faire confiance au fait que lorsque je trouverais le bon partenaire, il se tiendrait à mes côtés et refuserait de laisser quiconque me traiter comme moins que ma valeur. La vengeance que j'ai prise était simplement l'acte de me valoriser enfin comme j'aurais toujours dû le faire. Et la belle ironie est qu'en agissant ainsi, j'ai trouvé plus d'amour et de bonheur que mes parents n'auraient jamais voulu que j'en aie.